impossible de contredire le noir de ses pupilles, de décevoir ses gros yeux ronds où perle encore le lait de sa tendresse enfantine, malgré ses 84 ans. John était passé prendre un café chez sa fille unique, Sarah, ce mercredi après-midi pluvieux. Il lui avait déclaré sans préambule « C'est bon pour la pêche en ce moment », insistant sur le « bon ». Elle avait compris la demande entre les lignes « Emmène-moi dans le Morbihan ce week-end ». John ne supportait aucun refus, ne pouvait même pas l'imaginer, tant il était persuadé que sa vie, ses passions, avaient plus d'importance que celle de tout le monde. Et le dévouement immédiat de ses proches lui donnait toujours raison. Sa joie immense était son arme de séduction et le plus beau cadeau qu'il pouvait faire. Même à une Sarah débordée, devenue adulte, prof de français et mère de 2 jeunes garçons. Impossible de résister à John, même en plein hiver. Sarah était partie chercher son père en voiture le samedi à l'aube, un peu culpabilisée de laisser Luc, son mari, 48 heures sans répit avec les 2 petits qu'il faudrait occuper. Tout ça pour le bon plaisir du vieil homme. Après les 5 heures de route, père et fille avaient mangé dans la maison en pierre encore fraîche et humide de la longue absence, salle à manger ovale dans le prolongement du salon, vue sur mer, accrochée partout comme un tableau de maître. Sarah ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant son père dévorer ce qu'il appelait un déjeuner sur le pouce, dont chaque ingrédient avait pourtant été choisi avec une rare exigence. Non sans avoir aspergé de moutarde la nappe brodée, John avait ensuite quitté la table pour s'occuper de son matériel de pêche dans le garage attenant à la maison. Elle avait regardé, préparé la partie de pêche, en se délectant de revivre cette scène gravée dans sa mémoire, un de ses plus précieux souvenirs d'enfant. Assise sur un tabouret pliant de plage, elle s'emmitouflait dans le châle doux de sa mère, légère odeur de tilleul fleuri, encore présente, et scrutait les gestes de son père dans cette semi-obscurité, la lumière tamisée des coulisses de leurs étés adorés. John, avant sa retraite, était un chirurgien de grande renommée. Sa maladresse au quotidien n'avait d'égal que sa minutie professionnelle. Et lorsqu'il préparait ses lignes et ses appâts, on eût dit qu'il portait encore la blouse verte. Lunettes carrées posées sur le bout du nez, ongles toujours courts. Il faisait des nœuds minuscules, enfilait des émerillons en clignant d'un œil, vérifiait que ses leurres n'étaient pas rouillées, montait ses cannes, visait pour vérifier l'alignement des anneaux, ouvrait sa boîte de pêche, rongée par le sel, pour remonter les ponts, emboîtait ses seaux cabossés les uns dans les autres, le plus grand, le rouge, toujours en dessous. Sans oublier de glisser dans un vieux sac en toile la tablette de chocolat noir entamé, son couteau suisse et 2 bières brunes. Sarah ne parlait pas, son père ne leur pas répondu. Il ne savait pas expliquer ses techniques. La seule chance d'apprendre consistait à le regarder agir avec le plus d'attention possible. La seule chance de ressentir de la complicité consistait à rester discrète. Il fallait devenir son ombre. Avant de partir au port, John avait regardé la mer, silencieux, lèvres fermées, le regard au loin, l'air de dire « Tu es belle, je te connais ». Mais il n'avait pas parlé de la couleur du ciel ou de la puissance du paysage. Mais regarde-moi ça, c'est pas vrai. Non mais regarde-moi tous ces oiseaux. Chasse d'oiseaux signifiait banc de poissons, et banc de poissons signifiait potentiellement euphorie. Mais oui, c'est vrai, papa. Mais je vois surtout une mer qui s'agite. On a dit qu'on pêcherait plutôt demain. Le temps de vérifier le bateau, de prendre de l'essence. Il fera presque nuit. Il y a un vent de folie, papa. Oh, mais je veux au moins aller tout préparer maintenant, comme ça, demain, première heure, marée montante, on y est. Si on ne meurt pas de froid. Non mais t'as vu le thermomètre, papa, il fait 2 degrés. Ça va s'éclaircir, ça se voit. C'est pas des blagues. Mais tu peux me croire, ça s'éclaircit toujours. C'était sa phrase favorite ici. Ça va s'éclaircir. C'est vrai que souvent, le soleil éclatait en fin de journée comme une récompense à ceux qui avaient cru en l'astre ou en John lui-même. John était sorti sur la terrasse sans mettre son blouson. Il s'était allumé une cigarette et la fumait distraitement en regardant la mer. Sarah savait qu'il fumait pour oublier le temps qui passe, les regrets, les lendemains qui lui faisaient peur,
seul ou trop mal accompagné. Toute sa vie, il avait fumé. À chaque bonne nouvelle, il s'en grillait une, se tapait sur les cuisses, servait des verres à ses amis. À chaque douleur, il s'accrochait à son tabac. Tout le monde lui pardonnait son addiction, qui semblait tant l'aider à jouir de la vie et en accepter les désastres. Sarah se reconnaissait en lui-même parfois, les tourments qui rongent, les excès qui enivrent, et aurait voulu tendre la main vers lui, prendre son père dans ses bras, le serrer très fort, comme cela était arrivé trop rarement pour la naissance de ses fils, ou le décès de sa mère il y a 10 ans de cela maintenant. Elle aurait voulu masser son dos plein de noueuses contradictions, caresser sa joue piquante et ses courts cheveux doux, couleur poivre et sel. Elle aurait voulu lui dire « Rends-toi, papa, lâche tout, tes armes, abandonne la lutte, et qu'il accepte enfin de vieillir, qu'il se pardonne ses égoïsmes, sa quête de toujours plus de pouvoir, d'argent, de séduction, qu'il se détende, ne cherche plus à prouver sa force à personne. » Mais c'était impossible. Et tout ce silence transformait les instants passés ensemble, leur ôtait leur vraisemblance, enfouissait les émotions, devenues invisibles, et finalement insaisissables, indestructibles, flamboyantes, magnifiques de secret. Comme s'il entendait réfléchir, John rentra dans la maison, agrippa rapidement le bras de sa fille pour l'embrasser sur la joue. Il lui fit son sourire de gosse, bien large, avec les yeux plissés. « Bon, j'y vais, à tout à l'heure. Repose-toi, hein. Avec les enfants et le boulot, tu dois être crevé. » « Ma pauvre, je te fais faire tout ce trajet en plus. Bon, t'es pas mal en même temps face à la mer. C'est le rêve ici. Profite, ma fille. » Avant de s'en aller, il chercha longtemps ses clés, ouvrit, ferma le réfrigérateur, passa quelques minutes dans sa chambre, à l'étage, puis ouvrit la porte d'entrée pour de bon. Sur le seuil, il déclara, presque en criant « N'oublie pas de cuire les pommes de terre à l'avance. Oui, oui, je sais, je te parle comme à ta mère. » Sarah lui répondit, un peu moqueuse « Oui, oui, ça va, ne me prends pas pour une gamine. » Et puis fais attention sur la route. Et Sarah rangea la table, prenant le tablier jauni et la place de sa maman, docile, amusée, émue. Les larmes montaient encore facilement à son souvenir. Mais aujourd'hui, les images du passé ne cachaient pas le sentiment de légèreté. Finalement, ce week-end lui laissait de temps pour respirer loin de son quotidien. John avait encore eu raison. Elle se sentait bien dans son vieux jean, avec ses bottes de pluie, son grand pull gris. Elle se sentait bien d'avoir conduit 500 km, garé, vidé la voiture presque seule, d'avoir pris les choses en main. Les chauffages à allumer, les volets à ouvrir. John avait ce pouvoir, lui donner de la force, une force d'homme, de marin. Ciel, sel, brume, broussailles. Dès la première inspiration, en sortant de la voiture, Sarah s'était remplie d'une énergie nouvelle. À y réfléchir, son père n'était pas si compliqué à vivre. Après avoir lu 2 bonnes heures, pelotonnée dans le canapé près de la cheminée, Sarah commençait à s'inquiéter. Son père ne répondait pas au téléphone. 17h, il aurait dû être rentré depuis un moment maintenant. Son aller-retour ne devait pas prendre plus d'1 heure. Sarah craignait un peu l'accident de voiture, même si le port de Plaisance se situait seulement à 3 km. Son père n'avait aucune conscience de ses réflexes plus lents. Elle acceptait qu'il conduise pour les trajets très courts. C'était le compromis qu'ils avaient convenu ensemble depuis quelques mois. Et son père s'y tenait, étonnamment raisonnable. Il possédait ce don-là, celui d'être tout à coup celui qu'on n'attend pas. Comme ce matin, dans la voiture, où il était devenu tout à coup complice et loquace. « Moi, je ne me vois pas vieillir, c'est drôle. Tous les gens autour de moi sont des vieillards, mais moi, non. » Lui avait-il confié en riant. Sarah savait qu'il le disait pour s'en convaincre lui-même, tant son père supportait mal sa vie de retraité, sa vie de vieux célibataire de plus en plus courbé. En voiture, pour venir, ils avaient écouté de la musique. La playlist de Sarah émanait les mélodies d'une vie en grande partie partagée. Les Beatles de son père étaient devenus les siens. Des tubes électro de l'adolescence de Sarah avaient fait danser ses parents, encore jeunes. Puis d'autres pépites, classiques de la chanson française, repris par des groupes 30 ans après. Des musiques tziganes, des morceaux de Mozart, des titres de pop qui rappelaient d'autres trajets en Bretagne, il y a 10 ans, il y a 20 ans,
il y a 30 ans. La campagne avait pris le goût de l'océan, petit à petit, jusqu'à devenir bleue. John n'avait pas pu s'empêcher de jouer à son jeu favori avant d'arriver. Le premier qui voit la mer a gagné. Et il avait gagné. Juste après le petit village, derrière les arbres, au loin, il avait crié comme un gosse: « Je l'ai vu, là, je l'ai vu !» J'ai gagné. Et Sarah avait rigolé. Son père avait raison, il ne serait jamais un vieillard. Tout de même, ce retard inquiétait de plus en plus Sarah. John avait dû faire un détour par le magasin de pêche, ou rencontrer une vieille connaissance sur le ponton, ou se mettre en tête à un achat urgent, du bois, des conques, ou pire, vu les conditions météo, céder à l'ultime tentation du coup de pêche. Sarah imaginait sans mal trouver le bon coin grâce aux oiseaux, lancer, ramener, le vent qui gonfle le ciré, l'eau glacée qui pique le dessus des mains et des lèvres, lancer, sentir une petite résistance, un frémissement sec, peut-être une touche, non, ramener plus vite, déplacer le bateau pour se remettre dans le courant et dériver encore un quart d'heure dans le sillage des poissons, en surveillant la sonde, pour ne pas s'accrocher dans les fonds, heurter des rochers, casser une ligne. Toute cette agitation pour tenter de pêcher un bar, un grand de préférence, ce trésor argenté aux yeux noirs comme des billes. Elle connaissait exactement ces moments en mer, pour les avoir vécus souvent elle-même. Regarder la côte, roche, mousse, maison, barque, subrepticement, et puis le large, plus longuement, l'eau noire, opaque comme du goudron, les îles au loin, promesses d'éternité, le ciel infini, ne pas savoir quel point choisir, recommencer à lancer, plein d'espoir. Sarah essayait de freiner le cours de ses pensées, de se détendre. Elle ne pouvait pas toujours être près de lui, elle sommait d'être sage. Il ne l'était pas, il ne l'avait jamais été. Avec sa mère, avec elle, avec ses amis, avec tous les gens qui avaient croisé sa route. Elle leva la tête. Une neige épaisse, fondue, glissait sur la baie vitrée. Le soleil déjà couchant, rougeoyant, l'air de dire « Désolé, je brillerai peut-être demain ». Sarah se leva pour mieux voir l'effet des flocons sur la mer. On ne discernait rien de spécial, seulement une obscurité humide, battue par un vent glacial et des moutons denses, tachetant la mer de ridules tristes. Ça n'allait pas s'éclaircir. Portable. Une fois. Message. Tu dois rentrer maintenant, papa. Donne-moi de tes nouvelles. 2 fois. Pas de message. 3 fois. 4 fois. Pas de réponse. Appelez Luc. Allô, Luc? Non, Luc. Non, ça ne va pas du tout. Il neige. Il fait presque nuit. Mon père devait juste vérifier le bateau, mais il avait tellement envie des oiseaux et des bars. J'ai peur qu'il soit parti seul en mer. Il ne répond pas. Luc, il ne répond pas. Appelle les secours, Sarah. Non, moi j'appelle le secours. J'ai trouvé le numéro plus vite que toi. Toi, tu n'as pas de réseau. Reste calme, Sarah. Reste calme. Surveille ton téléphone. Il pêche dans quel coin? Quels sont le nom et la marque du bateau déjà? Mais je ne sais pas, Luc. Ça doit être écrit sur les papiers du bateau. Tu as sûrement un doute, mais je ne sais pas. Il va vers le large, vers le rocher de je ne sais plus quoi. Sarah devait crier pour se faire entendre. Les larmes étouffaient sa voix. Et si son père n'avait pas pris le bateau? Elle décida de le chercher sur la route. Et si elle ne le trouvait pas, elle irait jusqu'au ponton. Elle enfila ses baskets, claqua la porte et se mit à courir. La neige accrochée à ses cils, mouchetait le paysage, brouillant l'espoir de retrouver John vivant, lui rappelant la folie de son entreprise. Elle ne faisait pas un jogging, un samedi soir d'hiver. Elle cherchait son vieux père dans la nuit, sous la neige. Rien. Pas d'accident sur les ronds-points. Pas de voiture en panne sur le bord de la route. Texto de Luc. Les pompiers le recherchent en mer. Reste calme, je suis là, émoticône, cœur. Le port de Plaisance était presque désert. Le sol glissant de neige boueuse. Sarah arriva en courant sur le ponton K. Elle dévala le petit escalier en repensant à toutes les autres fois. Sarah ne court pas sur le ponton. Les souvenirs se pointaient avec leur gueule de mauvais pressentiments. Personne. Le bateau de John n'était plus amarré. Sarah regardait la place vide, le rectangle d'eau vert caoutchouc. Les petits ronds partout, irréguliers, causés par les flocons. Ils faisaient penser à des bancs de poissons agonisants, à une mare grouillante. Puis, de la lumière, beaucoup de lumière, bleue, orange, presque jaune. Le bateau des secours remorquait celui de son père à l'entrée du port. Sarah leva les bras pour que les sauveteurs s'approchent d'elle, de la place vide. Fin de la solitude. Début du drame. Les pompiers étaient 3.
Ils descendirent avec souplesse sur le quai. Le plus petit d'entre eux posa une couverture sur les épaules de Sarah. « Je suis désolé. Nous n'avons pas retrouvé votre père, seulement le bateau. Mais une équipe est encore sur place pour tenter de continuer les recherches. » Il était 18h30. Elle n'avait plus aucun espoir. Sarah acquiesça, remercia, puis questionna la gorge sèche. « Il y a eu un accident de bateau. Que s'est-il passé ?» A priori, non, enfin, si ce n'est que le bateau a dérivé au large, comme si votre père avait coupé le moteur. Il n'y a aucune trace de souci technique ou de blessure, il a dû tomber à l'eau. On ne voit que ça, un accident. Peut-être un problème cardiaque. Sarah encaissa. La peur se dissipa, laissant place à la colère, à l'incompréhension. Elle reniflait en parlant, s'essuyait sous le nez d'un revers de manche mouillé. Peut-être. Oui, je ne sais pas, c'est bizarre. Il n'a jamais eu de soucis de santé, mais oui, ça peut arriver à son âge, je suppose. Je peux monter dans le bateau pour voir? Ah non, je suis désolé, madame. Une enquête va être ouverte, c'est la procédure. Alors je peux récupérer ses affaires, au moins son matériel de pêche. Elle ne pouvait pas se résoudre à rentrer les mains vides. Regard attendri et solidaire entre les trois hommes. Ce n'est pas autorisé normalement, mais... Bon, suivez mes collègues, on va vous ramener chez vous. On est garé là, juste sur le bord. Assise à l'arrière, Sarah attendit le matériel, le cœur battant comme s'il pouvait renfermer le début d'une explication, une consolation. Elle fut soulagée de pouvoir enfin poser sa main sur le bord usé du seau rouge et y découvrit un bar énorme, enroulé sur lui-même comme un serpent. Belle prise, fierté, douleur. Les pompiers la réconfortèrent de leurs yeux protecteurs. Elle les encouragea à la laisser seule chez elle maintenant. Ça va aller, merci, j'ai votre numéro, je vous appellerai demain. Elle balança ses chaussures dans l'entrée et déposa tout dans le garage. Les cannes à pêche encore montées bien droites sur le sol, dans l'angle de la pièce. Le sac en toile humide et la boîte de pêche mal fermée sur l'étagère. Puis posa le seau dans la cuisine. Sans réfléchir à demain. À l'annonce, au corps, aux larmes, sans répondre aux appels de Luc, elle entreprit d'éplucher les pommes de terre, une par une, pour les mettre bien vite à bouillir dans de l'eau salée. C'était la dernière action dont John avait parlé, et Sarah s'y accrochait, comme une démente. Cuire les pommes de terre, pour lui faire plaisir, pour comprendre son cheminement, peut-être. Elle prépara aussi la casserole pour les faire ensuite rissoler dans du beurre. La voix de John la guidait dans ses gestes. Bien caramélisées, elles ont un peu de noisette. T'as du citron vert pour le poisson? C'est mieux le vert. Elle plongea ses mains dans le seau pour récupérer le poisson gluant et le poser sur la planche. Un bar de près de 50 cm. Magnifique. Son parfum sauvage ne la gênait pas. Au contraire, il lui rappelait l'été. Elle chercha le couteau qui servait à préparer le poisson. Mais en le plaçant sous la tranche, elle s'aperçut que John s'était déjà donné la peine de le vider pour épargner à sa fille cette tâche ingrate. Le bar était fin prêt pour elle. Il avait pris la peine de le préparer dans le froid, directement sur le pont du bateau, comme s'il savait qu'il ne rentrerait pas. Elle commença à comprendre ce désir soudain de venir ici, les paroles à la voiture, l'envie de musique, le repas en tête-à-tête, l'émotion des oiseaux au-dessus de l'eau, les pommes de terre si importantes, le baiser furtif, le sourire de môme, les allées et venues avant de partir de la maison pour cette sortie déraisonnable en mer. Elle monta les escaliers en courant, ouvrit la porte de la chambre et découvrit le petit mot posé sur la tête d'oreiller. L'écriture penchée, noire, élégante, à la hâte, celle des ordonnances de tous les jours. N'oublie pas de mettre un peu de fenouil pour donner du goût. Papa. Elle s'accrocha au point d'exclamation et au P majuscule. Entre les deux, pile dans l'espace, toute la tendresse de son père. Elle imagina John et son bar luisant dans l'océan noir et les paillettes de neige tout autour. L'objectif atteint, la joie solaire, l'abandon, enfin,
tirer les rideaux, s'arrêter de vieillir, de perdre, transmettre le flambeau aussi. Au revoir, messieurs, dames, vous pouvez circuler, il n'y a plus rien à voir, aurait dit John de cette scène d'elle. Elle redescendit en cuisine, fixa un instant les yeux du poisson, du trésor, du dîner savamment orchestré, et caressa du dos de la main ses flancs d'écailles encore chauds d'un combat sans vainqueur. Son père lui manquait déjà. Sa disparition allait creuser un vide effroyable. Elle le sentait dans sa chair. Elle avait l'impression qu'elle allait s'écrouler, puis elle choisit la meilleure huile d'olive du monde, selon John, se cramponna à la bouteille qu'elle versa sur la peau du poisson, jeta du gros sel, des petits bâtons de fenouil autour et glissa le plat au four. Il ne neigeait plus lorsque Sarah goûta son plat. La saveur iodée convoqua les larmes. Demain matin, à la première heure, marée montante, elle sortirait pêcher en suivant les oiseaux. Elle savait que le ciel